Tout de suite sur Séance Radio, retrouvez Next Épisode en direct de Cannes Série. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Next Épisode, votre podcast série télé, habituellement diffusé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et un peu partout sur Internet et puis sur vos applications préférées de podcast. Ici on débriefe souvent, on analyse éventuellement, on s'écharpe évidemment, mais tout ceci dans un respect relatif du spectateur. Cette semaine, comme vous le savez, on est à Next Épisode et sur la Côte d'Azur à l'occasion de la première édition du Festival de Cannes Série. Tous les jours à 13h et 18h, on vous tiendra informé de l'avancée de la compétition avec mes chroniqueurs chéris. Nora. Oui, j'ai des regards là-bas de l'équipe. Je suis hyper déstabilisée. Oui, bonjour Romain. T'as vu qu'il a zappé ton nom de famille parce qu'il n'arrive tellement pas à le dire. Renan. Bonsoir Romain Mourel. Et une petite nouvelle. Enfin, une nouvelle souffre-douleur. Perrine Kenson, à elle, je dis son nom de famille, vous avez vu. Ah, en plus, c'était bien dit. Salut Romain. Enchanté, comment vas-tu ? Ça va. Non, mais tu la lances pas, on va avoir pour 2 heures. Est-ce qu'on peut dire que ça va fraîchement? Moi, c'est mon écharpe. Ça va comme un lundi. Perrine a mis un tapis en plus. Il va falloir que vous teniez un peu. Je sens qu'on est dans la vanne aujourd'hui. Hâte que tu partes. Vous connaissez la règle. L'idée, c'est de débriefer les séries qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, on va commencer par les 3 séries qu'on a vues depuis hier, à commencer par celle-ci. When Heroes Fly, série israélienne créée par Omri Givon, d'après un bouquin de Amir Gunfrold. Ah mais évidemment. Ah oui, évidemment. On l'a lu, comme Harry Kébert. Alors c'est l'histoire de 4 ex-amis, 4 militaires qui ont survécu à une attaque du Hezbollah lors d'une opération de retour au pays. 11 ans plus tard, ce ne sont plus les mêmes hommes, la guerre et la douleur les a changés, mais le destin va les réunir lorsque ils vont se mettre à la recherche de Yeli, la sœur de l'un et l'ex-compagne de l'autre. Est-ce que cette série vous a emballé ? Non. Nora ? Voilà. Alors moi c'était un nom franc. Alors moi j'aime juste le physique de ces hommes vraiment t'as sont tout dit, très là. très beaux. T'as tout Je veux dit. dire ça fait Romain tu nous disais que ça faisait un petit peu aussi pub office du tourisme Tel Aviv et c'est pas faux. Et c'est vrai que si on va en Israël, je pense qu'on peut se faire plaisir au niveau des jeunes hommes. Voilà. Moi c'est le seul truc qui m'a plu dans cette série. Alors vendu, le titre il est quand même très trompeur, on dirait une série de Avengers. Et ben alors pas du tout, hein. Il n'y a pas pour rigoler et pour voir des gens voler, ils voleront peut-être pas parce qu'il y a eu une bombe qui est arrivée sur le sol. Moi je me Ou alors peut-être qu'ils volent à la fin mais qu'on n'a pas vu les épisodes peut-être que dans suivants. le 2 en fait. Peut-être que voilà. Renan, qu'est-ce que t'en as pensé ? En fait, ça démarre pas bien. Il y a un tournant au milieu où on se dit c'est peut-être pas si nul et puis en fait si. Donc j'étais moi un peu au début, c'est vraiment une sorte de Band of Brothers un peu lourdingue, un peu gênant. On se dit ok, donc on va se taper, c'est génial d'être à l'armée, comme on est trop copains d'armée, c'est trop bien. Puis il y a un cut, on a un flash forward, on arrive donc dans les années aujourd'hui avec vraiment la transition la plus soft que j'ai vue de ma vie, c'est-à-dire que on est à Bogota et donc on entend de la musique cubaine. Ouais, ça n'a aucun Amérique sens. latine. C'est vrai que je t'envoyais un mec qui fait T'es spécialiste je des l'aime et là. musiques latines parce que tu arrives à reconnaître la musique cubaine de la musique de musique de Bogota, je connais pas bien la musique de Bogota, j'ai pensé qu'elle était cubaine et donc il y a un plan parce qu'à Bogota on fait la fête, on est content et tout, c'est rigolo. J'ai trouvé ça vraiment très mal mis en scène. La seule chose c'est que les acteurs sont très bons, effectivement. Alors moi je dis qu'ils sont très bons, vous dites qu'ils sont très beaux. Après est-ce que c'est la... Écoute, Il vaut on mieux peut être bon et que beau, non ? Alors, débat. dans la vie, tu sais. Ça dépend, ça dépasse, mais je pense que les deux sont bien aussi. Ça vous intéresse pas de voir une série israélienne qui parle du traumatisme de la guerre ? Ça vous a pas Mais on aurait adoré qu'elle parle du traumatisme de la guerre, mais en fait c'est plutôt une sorte de petit mouchoir israélien avec un peu d'Arlan Coben dessus parce qu'il y a un mystère. Est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte, tout ça. Ça sent encore la disparition. Ouais, et puis c'est quand même très mal fichu. C'est c'est bourré d'incohérences. Vraiment, c'est bourré d'incohérences. Je trouve Qu'est-ce que que tu as noté comme incohérence ? pourquoi donc, un de ces types, le type dont la meuf est donc serait disparue accident de voiture il y a 11 ans. La nana était avec un autre mec dans une bagnole. Donc potentiellement, on sait que ce corps n'a pas été retrouvé et il apprend 11 ans plus tard, il tombe des nues. Oh là là, en fait, on n'a pas trouvé son corps, les cercueils étaient vides. Comment c'est possible? Toi, tu pardonnes pas beaucoup de choses. Mais non, parce que sérieusement. Non, en 2018, il y a un moment où on ne peut pas nous prendre pour des cons. Je veux bien suspendre mon disbelief, comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit, mon incrédulité, mais il ne faut pas me prendre pour une débile. Comme le coup du trousseau de clés qui ouvre toutes les portes là. C'est des postiers, ils sont facteurs en plus d'être barman. Il y a photographe, il y a un couple de gens qui arrivent, ils font salut, j'ai vu ta photo dans le journal, ça te dirait pas de me montrer tes rushs? Bien sûr, mec, je vais te faire un café. Et là, soudain coup, ils voient sur la photo un truc qu'il a pas
le droit de voir. Cassez-vous de chez moi, ça n'a Mais aucun surtout, sens. le jour où moi, les médias pour lesquels je bosse filent mon adresse Ah, mais bien à sûr. quelqu'un qui dit elle habite où, j'aime bien son travail, mais je pense que je porte plainte immédiatement en Il y a fait. des- il y, a des demandes, Nora, pourtant. Tu sais, il y a beaucoup Et de demandes. pourtant, Non, il y a ça, et puis surtout les personnages sont vraiment tous caricaturaux, c'est-à-dire on a donc le déglingo qui n'a pas survécu au drame de la guerre, donc lui il en fait vraiment bien des caisses. Hein. Il y a une scène finale où il hurle, et vraiment on est à deux doigts d'une cotillard, quoi. Vraiment il y a un truc un peu Marcel comme ça de la môme qui est un peu gênant. Après il y a un truc qui est vraiment mal amené, c'est donc un personnage qui a une maladie en gros. Il y a une scène qui est assez jolie, qui est une scène de drague plus ou moins, où en gros on lui impose, son frère veut absolument le caser, et donc il y a la nana qui lui dit bah voilà on m'a demandé, donc ça c'est pas mal, mais en fait il y a plein de petites choses. Là, Renan est en train de vous raconter toute la série, scène par scène. Il y a- ouais, mais bon. il y a trop de choses dans un pilote en fait, c'est-à-dire que ça durait 1h10, il faudrait faire en fait un bon pilote de 40 minutes où on enlève et on passe au deuxième épisode. Là on sent que c'est vraiment une sorte de coup glove comme ça, de trucs énormes où on veut tout nous raconter d'un coup avec des flashbacks dans tous les sens, des trucs. Moi je me suis un peu Mais ennuyé en surtout, fait. ce qu'on s'est dit hier, c'était on nous Ne me fait. pointe pas du doigt. Je sais plus si c'est avec toi, je crois que c'est avec toi. On disait, en fait, on connaît tous et tout le pitch qu'on Oui. a lu sur le truc, et c'est à la fin seulement que la série commence vraiment. Parce que nous, on est arrivé en sachant que tout le truc, c'est autour de cette nana qui est en fait pas vraiment morte, vu qu'elle est sur une photo, donc à Bogota 11 ans plus tard. Et c'est que dans les 5 dernières minutes, Écoute, on sait pas, peut-être C'est que ça. c'est le mystère Non, mais ça mystérieux, ça et pose puis le c'est problème mystérieux, aussi quoi. dont on a parlé hier, c'est qu'on ne voit qu'un seul épisode de chaque série, ce qui est vraiment une aberration, puisque ça se termine, on voudrait savoir ce qui se passe dans le deuxième, et peut-être qu'on serait moins dur si on voyait le deuxième épisode. Et Est-ce- là, en l'état, on juge ce que le public c'est voit. intéressant. Combien d'épisodes faut-il voir dans un festival de séries télé? C'est compliqué comme question. Hein. Deux. Bah, hier, on minimum disait deux. minimum 2. Hein. Ouais. Bah ouais, c'est pas possible sinon. En plus, un pilote, c'est fait pour être vendu. Le pilote, c'est vraiment un truc qui est souvent calibré, un peu moins aujourd'hui, mais tu peux pas juger sur un Mm. pilote, surtout quand le pitch arrive qu'à la fin, quoi. Et effectivement, les 5 dernières minutes, on se dit ah pourquoi c'est déjà fini. D'accord. Est-ce que ça vous interroge pas de vous dire que la société israélienne arrive à traiter des questions de la guerre? Parce que ça s'ouvre quand même par. Toi, tu dis que ça en traite pas, mais quand même, il y a un mec qui est vraiment très traumatisé dans la série. Ça commence par 20 minutes de scènes de guerre. Moi, personnellement, j'y étais. Franchement, quand j'ai vu Oui, je ça, t'ai vu, je me suis tu dit, sursautais non, beaucoup. franchement, Je t'ai vu être surpris. Je me suis dit, c'est excessivement bien fait, notamment quand nous, en France, on est incapable de traiter des guerres qui ont moins de 50 ans à peu près, et où en plus, dès qu'on se frotte, on est incapable aussi de se frotter, par exemple, aux attentats qu'on est en train de subir en ce moment. C'est Ouais, des mais sujets tabous je- en France. Eux arrivent à se dire, on va s'y frotter, on C'est va en pas faire si- quelque chose. Quoi. Enfin, à t'écouter, on aurait l'impression que c'est une série politique. C'est pas vrai, c'est un feuilleton. C'est vraiment. Enfin, on est à deux doigts par moment du daytime soap, c'est-à-dire avec les rebondissements, les tin comme ça. À un moment, quand un personnage dit je n'ai plus que 2 mois à vivre, je me suis dit ah putain, il va y avoir un violon. Ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème de musique, en tout Ouais, cas, mais- sur non, la mais- série. et oui, donc oui. en fait, on n'est pas dans une série politique. On n'est pas dans véritablement ce que c'est que le stress post-traumatique ou des choses comme ça. C'est Bah, un peu parce qu'il fait pipi au lit quand même. Mais voilà, et on nous le dit 25 fois. Voilà. Voilà. Il y a vraiment des surcouches de tout. C'est dommage. En fait, il y a une belle idée, il y a des personnages intéressants, mais c'est vraiment très grosse tartine de tout. Quoi. Bon, donc j'ai bien compris que vous allez pas vous Bah, je taper pense la que Perrine série. est convaincue de la rater hier. Je pense que tu as très envie de le voir maintenant. Pardon, quelle série? Bon, on va passer tout de suite à une autre série de la compétition. 선생님, 그럴 땐 좋아하는 걸 생각하세요. 그러면 울다가도 안을 수가 있어요. 엄마! 엄마가 뭐 하고 있었는지 확인하셨어요? 그 시간에? 예? 그리고 같이 사는 남자가 있어요. 근데 해나가 죽었으면 좋겠어. 아이를 찾든 못 찾든 아동 학대 혐의가 있으면 영장 청구할 거야. 지금 해나는 죽어 있는 게 모두에게 좋아. 선생님은 엄마가 안 좋았어요? C'était donc le trailer de Mother, série coréenne de Park Ji-young, j'espère que je n'ai pas écorché son nom à lui, l'histoire d'une institutrice qui découvre que l'une de ses élèves est victime de violences parentales et qui décide donc de l'enlever. Alors, stop ou encore pour Mother? Oula. Moi, je dirais encore. Encore, juste pour voir Nora l'épisode de. Pardon, mais par curiosité. Moi, j'attendais cette série. J'en ai parlé dans le premier épisode de Next Episode à Cannes. Je trouve ça très long. Ça dure 1h06. C'est long, c'est un peu mélo, parfois avec la musique, il y a des trucs qui sont pas Un peu nécessaires. mélo. Un peu, ouais, je trouve ça tellement poli. Bah ouais, j'essaie de plus que j'étais pas très polie hier, j'étais un petit peu plus mesurée. Non, mais c'est vrai qu'avec la musique, on disait c'est des trucs coréens, c'est-à-dire que c'est culturellement, tu fais ça en France, tout le monde se fout de toi, tout le monde te dit bouh mais c'est pourri. Et dans les productions coréennes, il y a beaucoup de musique mélo comme ça, donc c'est pas très choquant, mais moi ça m'a un peu emmerdée. En revanche, j'aime bien l'histoire, c'est parfois un peu grossier. Je trouve que la gamine elle est formidable, c'est
très émouvant. La fin m'a un peu réveillée, parce qu'à la fin, c'est assez violent et assez tendu. Donc, juste pour voir, pour voir si c'est... je pense que l'épisode 2 sera super bien. Perrine, spécialiste des séries coréennes ? Tout à fait pas du tout. Non, très honnêtement, voilà, je suis pas quelqu'un qui est particulièrement spécialisé dans la série coréenne. J'ai expliqué un peu plus tôt à antenne que j'ai plutôt vu des dramas adolescents, des K-dramas adolescents qui pour le coup ont un certain rythme, ont un sens limite de la telenovela, c'est quasiment, c'est vraiment ultra dramatique. Oh mon Dieu, il a fait ça, enfin c'est un peu ça. Hyper bien imité. Ouais, Vraiment, mais j'essaye pas en coréen, Non, je maîtrise pas encore. Elle a travaillé son accent coréen. Ouais, voilà. Bien fait. Mais par contre, voilà, là pour le coup, on est moins dans ces tensions-là, parce qu'en plus, il faut se dire que la scénariste de cette série, c'est la co-scénariste de Park Chan-wook. Quand j'ai lu ça, je suis un peu tombée poliment des nues quand même, parce que quand on voit Lady Vengeance ou n'importe quel film de Park Chan-wook d'ailleurs, parce que celui-là l'a coécrit, on n'est pas du tout dans le même style quand même. Là, on est quelque chose de très 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 étiré, très contemplatif. Oui, contemplatif. C'est-à-dire que vraiment, il y a voilà, le 8e plan d'oiseau qui vole, j'en avais un petit peu marre. Ça prend énormément son temps. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la série israélienne, vous disiez c'est que dans les 5 dernières minutes qu'on comprend le pitch qui nous était raconté quand on lit le synopsis. Ben, c'est exactement le même problème avec cette série, c'est-à-dire que dans le synopsis, on sait dès le début que le personnage de l'institutrice va prendre une enfant, enfin kidnapper une enfant. Oui, bah ça arrive littéralement. Et encore, elle n'a même pas tout à fait kidnappé à la fin. Mais est-ce que c'est pas l'enfance de l'art d'un épisode pilote, enfin, d'être un peu didactique et de prendre les gens un peu par la main? Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Non. C'est-à-dire que le problème qu'on a avec ça, évidemment, tout à l'heure, la série israélienne, il y avait trop de choses. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que vraiment, on sent que c'est de la série coréenne à vocation internationale. C'est-à-dire que ça pourrait être déglingo, quand on connaît le cinéma coréen et même les productions assez folles du cinéma coréen, il y a quand même une opulence et un sens de l'outrance dans leur cinéma qui ici est complètement éteint. Il y a 2-3 scènes où on se dit ah ouais, là ça y va, sauf qu'ils ont remplacé l'outrance par des violons, par de l'émotion, et je trouve que l'émotion elle passe pas très bien en fait. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est assez culturel. En fait, c'est pas bavard du tout, mais je m'attendais pas justement à cette outrance dès le début, rien qu'avec la cinématographie ultra pastel et tout, je m'attendais pas du tout à un truc comme ce que je peux aimer dans le cinéma coréen. Donc j'ai pas été si choquée que ça et pas si déçue. En revanche, c'est vrai que c'est étiré, je suis d'accord avec ce que dit Perrine, et avec toi, il y a pas assez. Vraiment, c'est un peu vite. Je trouve assez dur quand même. Ça m'a fait du bien justement d'avoir moins de walk and talk, etc., d'avoir des choses un peu plus... Alors effectivement, c'est assez long, ça dure 1h06, qui est quand même un format série assez... Enfin, nous, on fait pas des 1h06, quoi, ou alors c'est un téléfilm, quoi. Mais c'est... Je viens de dire le mot, hein. Il y a un petit côté téléfilm. Il y a un petit côté téléfilm, mais justement... Tu dis pas assez de choses en soi, donc... Ça m'intrigue de voir ce qui se passe après, quand même. J'aimerais les voir. Je pense que ça peut très vite dégénérer en road movie, peut-être intéressant. On revient sur le même problème, c'est-à-dire montrer qu'un seul épisode, on reste forcément sur notre fin, et donc on ne doit juger que ce qu'on voit. Moi, je ne sais pas comment le jury va délibérer, parce qu'on voit des embryons de série, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, là... Il y a 2-3 scènes un peu extrêmes. Le méchant beau-père, il est vraiment très, 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 très méchant. Ah bon ouais, il est très, très méchant. Mais je trouve que c'est pas suffisamment extrême pour qu'on retienne la série. Il y a un petit côté un peu... si on doit faire un parallèle avec la France... un petit côté un peu série TF1, c'est-à-dire bien casé dans les cases. C'est lisse. En fait, c'est lisse. Et c'est marrant parce que en fait, c'est adapté d'un format japonais, si je me trompe pas. Et on voit bien quelqu'un comme Koreeda, cinéaste japonais, qui a fait aussi pas mal de séries, faire ce genre de choses. Mais il l'aurait fait, à mon avis, peut-être. Un tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Très... Là, il y a justement, je te coupe un peu parce qu'il y a juste. Mais je te coupe. Non, mais c'est juste qu'il y a justement par rapport à tel père, tel fils, c'est très bien de nommer Koreeda parce que moi, ce qui pourrait m'intéresser dans la suite de cette série, c'est justement le discours sur ces deux mères qui sont très différentes. Donc cette mère, la mère de la petite fille, et la mère par procuration, substitution, enfin je ne sais pas à ce niveau-là. Qui est l'institutrice. L'institutrice qui ne voulait pas être mère et qui va devenir mère pour sauver la gamine. Et je trouve que ce discours-là sur la différence d'appréciation de la maternité, de découverte de la maternité, pour le coup, ça, c'est ce qui, moi, me ferait continuer la série. Sauf qu'en effet, dans cet épisode pilote, c'est pas quelque chose qui moi, j'ai l'impression que c'est quand même la promesse de la série, qu'on va aller plutôt vers ça dans les autres épisodes, mais effectivement, on ne peut pas le savoir encore. Le vrai problème que j'ai, c'est que quasiment depuis le début du festival, je ne vois que des séries, à part celle dont on va parler dans quelques instants, où je me dis, il n'y aura pas de saison 2.
Et je trouve ça quand même problématique. C'est-à-dire que là, on se dit, ok, en fait. Commenter, tu vois un épisode, tu décides qu'il Mais y non, aura mais je comprends tout à fait. Je ne sens pas la Mec, dans une sensation. chaîne, hein. Je ne sens pas la sensation qu'on va me raconter une histoire qui va durer des années, que je vais vivre avec ces personnages. C'est quand même le propre de la série télévisée. J'ai l'impression de voir un film découpé en morceaux tel que. Non, mais là, il fait 16 épisodes, je pense que ça sera très bon, ça suffit. Bah ouais, mais c'est pas. Enfin, je trouve Ah, que la c'est série une aussi, c'est un mini-série symptôme de l'industrie aujourd'hui qui ne sait plus faire de la série télé. Elle fait des morceaux de films découpés. Tu veux dire, Mais est-ce que c'est pas ça Il n'y a plus de feuilletonnant. Est-ce que c'est pas ça l'intérêt d'un festival comme Cannes Série, c'est de nous montrer des séries et des techniques, des procédés, d'une façon de faire des séries télé qui n'est pas la même que celle que nous on peut connaître en France ou alors dans le cinéma américain ou britannique. Mais là pour moi, sinon ça fait très truc réservé aux pros. Regardez comment on fait ailleurs et point. Pour moi, il n'y a plus de Non, parce que compète, il y a plus de l'idée, public. ça peut aussi être d'ouvrir un peu entre guillemets la fontanelle du public, leur montrer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Le public qui vient à Cannes Série peut être très populaire aussi. Vraiment, de ce qu'on a vu, que les choses soient si fondamentalement différentes. Après, il y a des tons différents. Globalement, on n'a vu que des histoires de disparition. À part la série dont on va parler là, on a vu que des histoires de disparition. Donc peut-être que le programmateur de Cannes Série a un problème avec la disparition, je ne sais pas. Mais il est obsédé avec cette. Mais ça dit peut-être qu'il a disparu. Peut-être qu'il a disparu aussi. Mais ça dit quelque chose aussi de l'état de la série. À mon avis, je pense qu'il a pris aussi ce qu'il trouvait. C'est-à-dire Tu veux dire il a pris des. Non, il était dans. Voilà, il n'y a plus que des séries de disparition. On est obsédé par ça dans les séries. Il y a quelqu'un qui disparaît et qu'est-ce que ça change? Avant, les séries, c'était plutôt la mort du père. Il y avait toutes les séries commencées par dans les années 90, c'était la mort du père. Il y a peut-être un trend, écoute, il y a un trend d'exploration et disparition de petites filles. Le chalet, la forêt, le truc. Ah, mais la télé française, ça n'est que ça en ce moment. Tous les trucs qui arrivent, qui sortent, je crois qu'on voit pas une bande-annonce de séries françaises notamment, mais étrangères aussi, mais notamment françaises, où c'est pas une disparition et juste on nous fait découvrir la flore et la faune française. Mais c'est les Anglais, c'est à cause des Britanniques qu'on a ça. Mais aussi, des Scandinois un peu. Ils sont très gentils, ils ont fait des très bons trucs, mais quand même à cause d'eux, tous les Scandinois. Ah d'accord. Mais vous remarquez que vous êtes moins dur quand c'est une série comme Dark qui parle aussi de disparition, mais c'est en général. Ça parle pas de disparition. Dark, ça parle de voyage dans le temps, ce qui est quand même un peu plus nouveau que de disparition. Moi, j'aurais adoré que la série israélienne, effectivement, les militaires décollent et tout d'un coup, il y a un truc. En fait, c'est des super-héros. Enfin, je trouve quand même que ce soit Mother, que ce soit When Hero Flies, Félix, tout ça, on est dans des univers très normatifs, très carrés. Enfin, c'est pas très surprenant, contrairement à ce dont on va parler dans quelques instants, où là, c'est la première fois où j'ai été surpris. J'ai bien compris, tu jappes d'impatience de parler de la série dont je suis à peu près persuadé. Juste un truc sur Mother, parce que quand même, c'était pas de la... Moi, j'ai bien aimé, mais pour rebondir sur ce que disait Perrine sur la maternité, juste si je peux conclure sur ça, parce que moi, j'ai quand même envie de voir la suite, parce que il y a 3 mères dans le film. Il y a la maman de l'héroïne, qu'elle voit plus, elle la cherche. Il y a elle qui veut donc pas être mère, qui va être mère, et il y a la maman de la fille qui voulait pas être mère. Ouais. Et ce qui va être intéressant, je pense, c'est l'atavisme familial. C'est comment on gère, comment est-ce que peut-être que cette meuf-là qui a enlevé la gamine va devenir violente, va découvrir qu'elle veut pas d'enfant. Il est la suite du scénario à Nora, c'est une bonne idée. Donc, comme je disais, on va peut-être revenir à la série qui, je suis à peu près sûr qu'elle va vous mettre d'accord, celle qu'on attendait tous. I think about you all the time. I think about what you're doing and who you're doing it with. I think about what you eat before you work or what shampoo you use. I think about what you feel when you kill someone. I have to find her. She wants me to find her. I just want to know everything. Please. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. Alors, on vient d'écouter la bande-annonce de Killing Eve, la série événement de la BBC America, créée par Phoebe Waller-Bridge, créatrice de l'excellent Fleabag, avec Sandra Oh, comédienne de l'excellente série Grey's Anatomy. Alors, c'est avec un peu de mépris, et c'est pas beau. J'aimerais que tu le refasses avec beaucoup d'amour. Bon, alors, ce thriller comique sur fond de tension lesbienne alors ça, c'est dans ta tête. En apprentie espionne et tueuse aguerrie, est-ce que ça vous a emballé? Ah bah c'était Noël là, carrément. Alors, j'étais emballé. En même temps, je voudrais voir un deuxième épisode pour voir si ça tient la route. Je suis désolé de le répéter, mais le premier épisode, c'est nouveau, c'est étonnant, il y a un ton, il y a de la mise en scène, il y a de la sérialité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette histoire peut durer très longtemps. Rapidement, donc c'est une sorte de chat et la souris entre une tueuse à gages très très étrange et une sorte d'employé de bureau du MI5 qui en a un peu ras-le-bol de sa vie et qui va finir par foutre le bordel dans sa vie parce qu'elle est fascinée aussi par les assassins. Et ce qui est génial avec Phoebe Waller-Bridge,
qu'on avait déjà dans Fleabag, c'est qu'elle n'est jamais là où on l'attend. Moi, ça m'a fait le même effet que le pilote de Fleabag, c'est-à-dire ça a commencé, je me suis dit ok, je vois où tu veux en venir, et à la fin j'ai fait ah non, tu m'as surpris. Rien que ça prouve que Phoebe Waller-Bridge est vraiment quelqu'un de passionnant à la télévision parce qu'elle a un sens de la surprise. Là, globalement, de toutes les séries dont on a parlé de la compétition, c'était quand même très programmatique et très ennuyeux. Là, à la fin, toi tu vois de la tension lesbienne, moi je n'en sais rien du tout, je ne sais pas où ça va. Et si je ne sais pas où ça va, j'ai envie de voir le deuxième épisode. De toute façon, rien qu'à la fin de la première scène qu'on ne spoilera pas, juste avant le carton Killing Eve, là on a fait oh. Et ce que j'ai aimé, c'est que donc Jodie Comer qui joue la tueuse, qu'on a pu voir dans Mad Fat Diary ou 13, elle a cette gueule de poupée, et en fait c'est une psychopathe, elle est misanthrope, et on n'a aucune empathie pour elle. C'est pas une misanthrope, c'est une sociopathe. Oh oui, j'essaie d'être gentille. Totalement. Et moi j'aime bien qu'on arrive comme Fleabag, il y avait un truc hyper, et on n'a aucune empathie, et c'est cool, et c'est bien, et ça surprend. Pas d'empathie, en même temps elle est drôle, ce qui est quand même étrange. Oui, elle est hyper libre. Mais comme toujours chez Phoebe Waller-Bridge, parce qu'on cite le parfait Fleabag, on va mettre tous les qualificatifs possibles avec Fleabag, je pense qu'il n'y en a pas assez dans le dictionnaire, on passera à la langue anglaise juste après, mais aussi dans Crashing, qu'elle avait aussi écrit, c'est cette capacité à avoir des personnages notamment féminins, parce qu'on est quand même sur 2 personnages féminins forts, cette tueuse à gages et donc cette employée de bureau du MI5, cette apprentie espionne. Fonctionnaire, elle est fonctionnaire en fait. Oui, voilà, elle s'emmerde quand même, mais voilà. Ils font des karaokés sur Rêve Bleu, j'ai adoré. C'est mon rêve, c'est ma vie. Ces 2 personnages-là qui sont 2 femmes qui ont... Une est une sociopathe, certes, mais qui n'ont des défauts, le fait d'être sociopathe, mais qui ne s'excusent pas de ce qu'elles sont. C'est quand même assez fascinant. C'est que c'est des personnages qui sont pas... Mais elles sont no shame, absolument. Ça y est, on est passé directement au dico anglais. Mais c'est Rihanna, c'est ça, un apologétique, c'est Rihanna. Non, je le dis parce que c'est ça qui plane au-dessus depuis tout à l'heure. Rude boy. Mais juste à un moment donné. Laisse Perrine aller jusqu'au bout de son idée, s'il te plaît, Ronan. Oui, elle a cité Rihanna, elle est géniale. Merci. Non, mais c'est ce que j'aime bien chez elle, c'est des personnages, notamment le personnage de Sandra Oh, qui clairement, il y a une scène, moi qui m'a fait 2 secondes et demie dans le film, qui m'a fait le film. Faut que j'arrête. Ah bah voilà, Jean-Jacques Hano. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, en parlant de film, c'est-à-dire que le personnage, d'ailleurs, je reviendrai sur Sandra Oh après, mais le personnage de la tueuse à gages a fait penser pendant tout le long à la bande-annonce de Red Sparrow, parce que je n'ai pas vu Red Sparrow, soyons honnêtes. Oui, c'est vrai. M'a fait penser à la bande-annonce de Red Sparrow, et je me suis dit, elle me semble 100 fois plus intéressante que n'importe quel des côtés de Jennifer Lawrence, alors que là, dans le coup, c'est un personnage qui n'exprime aucune émotion, qui n'a rien, mais qui en même temps est capable de se transformer en tout, être tout. Et donc, je reviens juste sur le personnage rapidement de Sandra Oh, qui est donc cette femme qui dit à moi en ce moment, ah bah super, on va profiter du week-end, et le lendemain tu la vois débarquer au bureau à vouloir avoir absolument un croissant. C'est un personnage qui ne s'excuse pas de travailler, qui ne s'excuse pas d'être scalé, qui ne s'excuse pas de potentiellement avoir une vie qui est peut-être plus importante que celle de ceux. J'ai pas l'impression qu'elle soit super ravie de se pointer au bureau le samedi matin, si. Pas plus que ça. Ah non, elle était en retour de cuite quand même. Clairement. Elle avait d'autres plans, je pense. C'est qu'elles existent sans des hommes. Je veux dire, vous avez vu les rôles des hommes, quoi. Enfin, c'est génial. Je veux dire, c'est pas l'amoureuse d'eux, la femme d'eux, l'autre elle se fait chier dans son mariage, il y en a une qui se fait chier au travail. Le mec, le vieux, avec qui est le binôme, un peu le boss, on sait pas trop quoi, elle se fout un peu de sa gueule. Enfin, elle couche avec 2 mecs dans le pilote. Ils sont pas ridicules, ils sont pas ridiculisés. Le mari est génial. Elle a une belle complicité aussi avec justement son supérieur, je trouve. Ah oui, mais justement, c'est que les mecs sont un peu des sidekicks. Elles vivent pas. Non mais ça honnêtement, en fait. C'était la promesse de la série. On n'était pas super étonnés de voir que finalement on était sur 2 personnages féminins et qui allaient vraiment porter la série, et qui effectivement les rôles masculins ne seraient pas ni au premier ni au second plan, quoi. Moi j'étais étonné de la manière dont elle gère le thriller d'espionnage, qui est quand même pas, Crashing et Fleabag c'était plutôt de la comédie générationnelle. Elle était plutôt dans une safe space. Là tout d'un coup elle va dans un genre qui n'est pas du tout le sien. En tout cas elle n'est pas connue pour ça, et elle le fait hyper bien. Il y a une scène de tension à la fin. Notamment une scène dans des toilettes de femmes, formidable. Et le génie de Phoebe Waller-Bridge, le génie du pilote, c'est-à-dire qu'elle sait écrire. Le génie, comme tu y vas. Ah mais le génie absolument. Moi, hier j'étais bluffé en me disant, c'est pas parfait, évidemment il y a des trucs ça pourrait aller plus vite, tout ça, mais ce qui est fascinant c'est qu'elle vous donne à manger, c'est-à-dire qu'à un moment elle vous récompense de regarder sa série. Et donc la scène dans les toilettes, il se passe rien quasiment. Parfait. Ça imprime la rétine et tout d'un coup, on se dit ok, je veux voir la suite. C'est ça un bon pilote, c'est qu'à un moment, on nous a donné une promesse. Moi, j'ai une promesse de série. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir la suite. Tu signes. Je signe, surtout, exactement. Je suis d'accord avec toi, c'est un vrai thriller. Moi, j'attends derrière une vraie enquête, un vrai thriller, un vrai lien compliqué entre les personnes. J'ai pensé à Alias au début en regardant la Il y a de ça, effectivement. J'ai pensé à Alias et plus The Office en même temps. Oui, avec le partenaire du bureau qui est magnifique. Et le côté un petit peu My Crazy Ex-Girlfriend légèrement. Vous insistez toutes et tous
sur l'aspect thriller, film d'espionnage, enfin série d'espionnage. On rigole beaucoup quand même. Très honnêtement, c'est une comédie thriller. C'est méchant, quoi. Mais comme c'est ce qu'on vient de dire, c'est Alias plus The Office. Enfin, il y a côté vraiment Alias et The Office. Pour moi, ça fait un peu le. Perrine vient dire que Phoebe Waller-Bridge est méchante. Hein. Non, elle est méchante, mais elle est pas méchante. Genre, elle est vilaine. Elle est pas méchante. Elle est vilaine. Non, mais elle est pas méchante pour être gratuitement. C'est quelqu'un qui sait juste va dire elle est honnête. Donc parfois être honnête, ça pique, ça fait brutalement mal. Honnête. Elle est brutalement honnête. Et moi, ça m'amuse énormément. Elle a un côté, elle aime bien faire du mal aux enfants. Il y a un truc qui est quand même assez jouissif dans la série. Là, c'est génial. 2 fois de suite, elle met des enfants dans des situations un peu horribles. Et en plus, elle le fait sans aucun voyeurisme ou même une sorte de retenue. On a un peu, dans la série coréenne, il y a un peu un côté plaisir de voir cette petite enfant se faire attends, là, elle prend quand même vachement de plaisir à ce qu'elle fait. On peut pas dire quoi, mais. Sauf qu'elle le fait avec. Je trouve que dans son regard et dans la manière de filmer ça, il y a un côté très méchant, très sale gosse. Mais elle vous dit, c'est pas la peine d'en jouir en fait de cette méchanceté. C'est-à-dire que toute la scène en Italie, il y a un truc un peu décalé, un peu étrange. Il y a quelque chose d'assez inquiétant surtout. En fait, on parle d'une série sans vouloir raconter ce qui se passe. Mais toute la scène en Italie, on se dit, ok, on n'est pas là pour rigoler en fait. C'est-à-dire que quand c'est violent, c'est violent. Et alors, excuse-moi, c'est une série pour BBC America. Est-ce que vous pensez qu'elle peut cartonner aux États-Unis? Parce que c'est un humour assez british aussi. Ça se passe en Angleterre. Je pense qu'il faudrait qu'on envoie notre pitch The Office plus Alias. Je pense que là, les Américains signent. Hein. Moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a encore très peu de porosité entre ces univers-là. Michael Kenneth Williams t'avait dit que ils ont du mal déjà à voir ces séries-là. Et je sais pas si même ils ont envie de voir d'autres choses. C'est quand même un pays qui a une production cinématographique et sérielle qui est importante. J'ai l'impression qu'ils sont pas hyper ouverts aux autres cultures et peut-être pas trop à l'humour british en fait. Peut-être que là il y aura des ponts. Mais je pense que justement, par la force de l'humour est clair, et si on apprécie l'humour british, ce qui est le cas visiblement de nous tous autour de cette table, oui, ça passe très bien. Mais je pense qu'il peut marcher tout simplement parce que le thriller est sincèrement efficace et que si on s'attache à ce thriller, si on a envie de savoir un peu plus comment les deux personnages vont jouer ce jeu de chat et de la souris, je pense qu'à ce niveau-là, il peut finir par convaincre un public américain qui, lui, aime beaucoup le thriller, de toute façon. Et là, globalement, on comprend que la série peut durer beaucoup plus longtemps que ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça va être une relation duel entre ces deux femmes, que peut-être... De fascination l'une pour l'autre, clairement. C'est peut-être une sorte de nouveau Dexter aussi, on va avoir tout un jeu. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une promesse de série, ce qu'on n'avait pas depuis le début. Rien que le titre, le titre, c'est pas il faut tuer la tueuse, c'est il faut tuer la fonctionnaire. Donc on sait que ça va être ça. Le but, c'est de buter la nana qui a l'air la plus sympa du truc. En plus, il y a aussi une dimension un peu métaphorique, Ève, tout ça, il y a tout un jeu. Mais vraiment, c'était hier. Alors après, est-ce qu'on était aussi extatique parce que le fait qu'on ait vu des séries avant qui étaient beaucoup moins bien, ça va peut-être qu'on verra que le deuxième épisode, on se dira bah non, en fait, Phoebe, tu t'es plantée. D'ailleurs, c'est la seule série pour l'instant où on a vu un trailer de l'épisode suivant. Oui. Et ça, j'étais hyper contente qu'on nous montre des images de celui d'après. Et j'ai trouvé ça chouette. Alors que les autres, comme on avait besoin de ça. L'un de vos collègues critiques que j'ai croisé hier soir me disait c'est bien, mais c'est pas aussi bien que Fleabag. Ouais, mais ça c'est moins hameçonné que le premier épisode de Fleabag, par exemple. Est-ce que justement vous en faites pas trop parce que vous avez beaucoup aimé sa précédente série? Ah, mais c'est normal. On a envie de tous épouser Phoebe Waller-Bridge, quoi. Il y a peut-être un peu de ça, mais moi je trouve que sincèrement, je trouve ça tellement différent de Fleabag, complètement différent de Fleabag, et encore une fois, c'est vraiment super de la part de Phoebe Waller-Bridge de justement de pas aller dans quelque chose dans lequel on l'attend du tout. Oui, clairement, j'ai envie de la soutenir parce que j'aime Fleabag, parce que j'aime Crashing, mais le truc est... Enfin, le truc, pardon. Killing Eve. Avec la main, le truc là. Oui, le truc est complètement désarmant que finalement, moi, au contraire, j'ai aimé qu'elle me surprenne. Et surtout de voir aussi, par exemple, quelqu'un comme Sandra Oh dans ce rôle-là où moi, j'avais pas du tout l'impression qu'elle me rejouait Grey's Anatomy. Je voyais un personnage complètement différent. Je suis pas. Ah, moi, je la trouve pas si similaire à. Moi, je trouve un petit peu quand même. Ok, j'ai arrêté la saison 3. Il y a un côté humour à froid, etc., qu'elle avait déjà dans Grey's Anatomy. Moi, c'est un peu changé complètement, mais c'est un des bémols que je mets à la série. Je trouve que le personnage qu'elle a là est pas très très éloigné, en tout cas dans cette façon de jouer et puis dans cet humour à froid qu'elle avait sur 12 saisons. Je crois qu'elle est restée quasiment 12 saisons, je crois, dans Grey's Anatomy, ou au moins 11 en tout cas, qu'on avait déjà vu à l'écran. Donc je me disais, voilà, c'est un petit bémol. J'aurais peut-être voulu l'avoir dans complètement autre chose. Mais on verra ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'on sent bien que les personnages peuvent évoluer. Peut-être qu'on est un peu dans la politique des auteurs, c'est-à-dire qu'on est content, on retrouve des tropismes d'elle. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que objectivement, et là vraiment objectivement, le pilote est très bien foutu.
C'est-à-dire que alors après c'était un peu étonnant, c'est-à-dire que la séance s'est terminée, on a applaudi et ça a enchaîné directement avec la série israélienne, ce qui fait que et pour la série israélienne et pour Killing Eve, on était un peu en train de se dire attends, on est passé d'un truc qui était, c'est pas du tout la même chose, donc c'était un peu décontenançant. Mais moi je vraiment peut-être que effectivement le deuxième épisode on se dira bah non c'est moins bien ou c'est moins, mais au moins le premier épisode m'a donné ce que j'attends d'une série télé. Est-ce qu'on peut dire que c'est très très fort quand même de la part de Cannes Série d'avoir réussi à faire venir cette série au festival? On va pas se mentir, il y avait d'autres festivals, notamment un autre qui était très très intéressé par cette série-là. C'est Cannes Série qui a réussi à l'avoir quand même. C'est pas mal. Ouais, c'est assez chouette et puis c'était très agréable de la voir passer en coup de vent sur le tapis rose, mais Puis surtout, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, au-delà de son succès de Fleabag, c'est quelqu'un qui est dans l'une des prochaines productions les plus attendues du moment, qui est Solo, le spin-off de Star Wars. Donc, ça se trouve, elle sera de retour en mai prochain. C'est sûr, ça a été annoncé. Oui, mais est-ce qu'elle va venir au tapis rouge? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle a vu qu'il faisait pas beau, donc elle ne reviendra pas. Peut-être. Et nous aussi, on va se plaindre du temps. Donc, en soi, je trouve ça assez fort d'avoir su attirer ce personnage de Phoebe Waller-Bridge qui est cette icône, ce génie, cette déesse vivante. Mais qui nous refuse des interviews. Oui, évidemment. Voilà. Disons, on t'aime. Dire, parce qu'on l'aime, mais quand même, elle donne pas à la presse française. C'est du high profile et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir su pour Cannes Série attirer un personnage pareil. Bon, on a compris, vous êtes persuadé que ça va être un chef-d'œuvre cette saison. Vous êtes sur la promesse d'un épisode déjà, vous êtes super emballé. On est content, c'est déjà pas mal, on va pas se faire engueuler parce qu'on est content. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, on a la chance d'avoir Anne-Sophie Larouille qui va venir nous parler de sa soirée d'hier soir. Je crois, si j'ai bien compris, elle a encore une fois été traînée un petit peu du côté du festival, dans les soirées, ni les soirées A, ni les soirées B, mais plutôt les soirées Z. Les soirées C plutôt, le groupe des nuls. Non, hier, je vous racontais ma soirée entre Montée des Marches et Vin d'honneur, puis que le. Vin d'honneur, puis que le nom de ma sextape. Et j'étais contente de cette dualité, mais là, ça y est, je crois que ça fait trop longtemps que je suis là. Je m'habitue. Je deviens cannoise, je commence à critiquer la politique de la Comcom. J'ai les lèvres gercées à cause du vent. Dans 2 mois, j'ai des bracelets, un pantalon blanc et un voilier. Je suis macroniste, c'est sûr. Ce matin, voilà, j'étais là, je zonais, je déprimais un peu parce qu'il bruine. Puis il y a un vent à démater un tonnier dehors. Il y a des travaux dans la ville partout. Clairement, ils veulent qu'on se casse. Je me sentais comme quand je vais en week-end chez mon frère, mais trop longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrête de me proposer du café et là, c'est qu'il faut que je rentre chez moi. Puis il s'est passé un truc trop mignon qui m'a fait penser que finalement, cette première édition de Cannes Série, elle a un bon karma. J'étais devant les marches vides de ces people. Et en bas des marches, j'entends « Excusez-moi, vous voulez pas ma place ?» C'était Ingrid Chauvin, non? Ah non, pardon. Mais non, c'était une petite vieille. Ah, pardon. J'ai dit, mais vous êtes sûr, vous voulez pas aller voir Moser? C'est dommage, il paraît que c'est hilarant. Donc j'ai pris sa place et je suis allée voir Moser. Bon, j'ai quand même enregistré des trucs. Je vous mets un extrait. Alors attention, ceci n'est pas le Futuroscope. Attention, on n'est pas au Futuroscope, je le reprécise, parce qu'il y a de quoi douter quand même. Géode, pas Géode, on ne sait pas. Après, j'ai déjeuné avec Fleur Pellerin, bon oui. T'as déjeuné avec Fleur Pellerin? Oui, mais c'est que dalle. Ça m'a fait un truc parce que moi, je pensais qu'elle était sévère. Je pensais que dans ses loisirs, elle mettait des mitaines en cuir. Et en fait, non, pas du tout. Elle est très sympa, elle m'a dit bisous. Coucou Fleur. Coucou. Ça va? Ça va. Cool. J'ai juste une petite question, je vous laisse manger vos patates douces après. C'est quoi votre série préf quand ça va pas fort? Sex and the City. Oh, j'avoue, putain. On est d'accord que Samantha, c'est l'héroïne de Sex and the City, en vrai. Moi, je trouve que c'est la plus délire et c'est celle que j'aimais le plus, ouais. En fait, Carrie Bradshaw, c'est un peu la vieille petite fille qui va au Cap d'Agde en été, non? On est d'accord, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Samantha, je la trouvais tellement délire. Elle me faisait beaucoup rire. Voilà, donc en fait, entre les travaux, la pluie, le vent, Fleur Pellerin qui était sympathique, je me suis dit, bah tu sais quoi? Cannes Série, c'est peut-être le festival de cette France hors saison. Alors, je vais vous laisser sur un son de travaux pour pas que Fleur Pellerin vous monte trop à la tête. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode plein de raffinement. D'accord? Merci beaucoup, Anne-Sophie Larouille. Avec plaisir, Sophie. Marie-Sophie, excuse-moi, pardon. Sophie-Marie, tout le monde se trompe, même mes parents. Aucun prénom, aucun. Françoise Marie. Merci beaucoup, Ronan. Merci beaucoup, Perrine. Et je vous dis à demain. Ciao. Au revoir.
C'était Next Épisode sur Séance Radio, en direct de Cannes Série.